Bonjour et bienvenue. Vous regardez Actu en 7 sur Walfadjri. Deux détenus morts à la prison de Rebeuss et Khalifa Ababacar Sall qui vient de boucler 900 jours dans cette même prison. Scandale présumé sur les contrats du fer de Falémé entre l'État du Sénégal et la société turque Tosyali. Crise au Parti démocratique sénégalais. Ces faits ont rythmé l'actualité de la semaine et avec nos invités dans ce numéro, nous allons essayer d'analyser cette actualité de ces 7 jours. Actu en 7 a le plaisir de recevoir cette semaine Mamadou Sy Albert, analyste politique. Doyen, bonjour. Bonjour Hassan, merci pour l'invitation. Nous sommes aussi dans ce plateau avec Abdoul Wahab Dieye, qui est aussi expert en communication politique. Monsieur Dieye, bonjour. Bonjour, Alain Jaza. Alors nous allons débuter avec ce qui s'est passé à la prison de Rebeuss, une prison qui a été construite dans les années 1920 et qui devait contenir 600 personnes. Au départ, aujourd'hui, on parle de plus de 2600 détenus. Est-ce une surprise qu'on nous dit qu'aujourd'hui que ce drame a eu lieu? Je ne crois pas que ce soit une surprise pour le gouvernement, pour les autorités de manière générale. Je crois qu'on s'y attendait. Maintenant que ce soit à l'origine d'un drame, qu'un prisonnier soit électrocuté, je crois que c'est ça qui est dramatique. Comment l'administration a pu être aussi légère dans la gestion de la sécurité des prisonniers. Et je crois que le ministre en personne a visité, il a montré toute sa... il a ressenti en tant que Sénégalais, en tant qu'humain, cette atrocité, cette injustice. Et je crois que peut-être qu'il faudrait que les Sénégalais quand même, surtout le gouvernement, il ne faut pas qu'on reste dans l'émotion. Il faut prendre en charge la question des prisons, c'est une question essentielle de justice humaine. Tant qu'on ne protégera pas les prisonniers, on n'aura pas une justice équitable. Une chose est d'être jugé. Si vous regardez même ce qui se dessine depuis quelques années, on le savait. Ça dit que les prisonniers augmentent, les prisons, ils vont étouffer dans les prisons. C'est l'étouffement. C'est inacceptable que entasser des humains dans des cages. Et je crois que c'est ça que le gouvernement devrait engager comme réflexion pour voir comment créer des prisons dignes, des prisons qui soient vraiment des prisons, non pas pour enfermer les gens à vie ou les mettre dans des conditions qui puissent entraîner la mort, mais qu'on respecte la dignité humaine, que le prisonnier, même s'il est jugé et condamné, on doit respecter sa dignité. Mais a fortiori, des gens qu'on a gardés en prison pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui n'ont pas été jugés. Et je crois que c'est ça qu'il faut engager comme politique. J'espère donc que les enquêtes en cours vont aller jusqu'au bout. Parce que là aussi, c'est un autre problème. Et il y a eu mort d'homme. Est-ce qu'on va mener une enquête? Est-ce qu'on va sanctionner? C'est un autre problème qui se rajoute aux grandes interrogations qu'on se pose sur les prisons au Sénégal. Des prisonniers entassés, vous avez utilisé le mot. Alors, quand on prend l'exemple de la chambre 11 où a eu lieu ce drame, on nous dit que c'est 2 mètres sur 2 mètres 50, une chambre qui devrait prendre à l'origine 25 personnes. On nous dit qu'il y a près de 80 personnes. C'est hallucinant. Merci, la Jason. Permettez-moi d'abord de vous remercier et de passer un bonjour à vos spectateurs ici à Walfadjri et de dire bonjour également à mon coordonnateur qui est ici présent. La question que vous avez posée, c'est une question cruciale, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui comme il vient de le dire. La capacité d'accueil des prisons de ce pays. Mais il faut noter également que en dehors de tout ça là, en dehors de toute cette polémique autour de la question de la capacité d'accueil des privés et des établissements publics en général, il faut noter également que le gouvernement, très sincèrement, il est en train de faire des efforts dans ce sens. Parce que j'ai vu, moi, hier, le ministre de la Justice, qui a été dépêché par le président de la République, qui est venu rendre visite au quartier de l'IE, et il a pris ses responsabilités.
Et bien avant ça même, pour résoudre la question de surpopulation carcérale, je pense qu'il est prévu que les bracelets électroniques vont être en activité ou bien en service d'ici peu. Il y a également que dans les prisons, les responsabilités pour moi sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Vous avez, dans ces périodes de forte chaleur, des détenus qui sont abandonnés à eux-mêmes. J'ai entendu de jeunes détenus qui partageaient la même chambre 11 avec des détenus qui ont péri dans le drame, et dire qu'il a pris des assiettes, des bols pour signaler et faire appel aux gardes pénitentiaires. Mais malheureusement, ils sont venus tard. Et quand ils voulaient arriver, les deux gosses étaient déjà hors de ce monde, ou bien ils avaient déjà péri dans le drame. Mais toujours en est-il que il faut que l'on note les efforts du gouvernement allant dans ce sens. Parce que pour le dépeuplement de ces prisons, il est prévu la prison de Sébikotane, et le ministre dit qu'elle sera effective d'ici 2 mois. Et en dehors de ces bracelets électroniques qui sont prévus, et la prison de Sébikotane qui va être en marche dans 2 mois, moi je pense que tout ça là, c'est des efforts qui vont dans le sens de dépeupler, si on peut dire, la population carcérale aujourd'hui, quoi. Et il n'y a pas que l'exemple de Rebeuss, il y a la prison de Thiès également que nous avons vécu, des grèves de faim. Mais tout ça là pour dire qu'il y a urgence à prendre la question en main aujourd'hui, quoi. Et heureusement pour nous, l'État ou bien le gouvernement fait des efforts allant dans ce sens du dépeuplement ou bien de cette prise en charge de cette population carcérale. Il y a urgence, vous l'avez dit, et l'urgence c'est de prendre les responsabilités qu'il faut situer d'abord les responsabilités de ce drame, et pour situer les responsabilités de ce drame, il va falloir parler de la vétusté de cette prison, car on nous dit que c'est dû à un problème électrique. Il y a eu mouvement de foule et ce drame a eu lieu. Donc ça veut dire que l'État doit obligatoirement changer de politique carcérale. Je crois qu'il faut d'abord, à mon avis, dans l'immédiat, c'est que qu'il y ait une enquête approfondie qui situe les responsabilités. Il ne faut pas que les gens restent dans l'engrenage de l'irresponsabilité. Quand il y a un décès, c'est l'État lui-même qui doit prendre la responsabilité de confier à une commission l'enquête indépendante. Qu'on sache dans quelles conditions ils sont morts, quelles sont les responsabilités. Je crois qu'un État, il doit agir d'abord à ce niveau-là. Maintenant, il y a la politique de manière générale. Le problème qu'on a, c'est qu'il faut vraiment s'interroger sur les types de prisonniers qu'on a. Si c'est des grands bandits, c'est du grand banditisme, ou est-ce que c'est des prisonniers qui sont un peu pris dans le piège de la jeunesse, les jeunes qui ont moins de 15 ans, moins de 20 ans, moins de 35 ans, qui crèvent en prison. D'ailleurs, c'est la chambre des jeunes adultes. Voilà. Donc, cette politique-là, il faut essayer de trouver une alternative. Les jeunes qu'on emprisonne pendant 1 an, 2 ans, on met fin à la vie de ces jeunes. Quand ils sortiront, ils ne serviront absolument à rien. Donc, on les place dans un cycle du banditisme et de l'isolement, de l'exclusion de la société. Je crois que l'État doit envisager une autre politique d'emprisonnement. Il y a des possibilités de ne pas amener tout le monde en prison. On peut encadrer, on peut essayer de sensibiliser. Le prisonnier, comme je le disais, c'est un être humain. Pas sa demeure, c'est pas la prison. On doit aller en prison que dans les cas exceptionnels. Et je crois que c'est cette politique-là que l'État devrait engager pour voir comment dissocier le grand banditisme. Il faut séduire, il faut essayer de trouver des prisons qui respectent la dignité de ces grands bandits-là. Mais par contre, les jeunes qui sont pris dans les vols, dans les quartiers ou dans les marchés, dans les espaces publics, qui sont en prison, qui ne sont pas jugés, mais il faut trouver une alternative.
l'insertion de ces jeunes-là, à mon avis, il faut que l'État prenne ça en charge. Ce n'est pas seulement le ministre de la Justice, c'est le ministère de la Jeunesse, c'est le ministère de l'Éducation. Il faut former ces jeunes-là à des métiers. Et je crois qu'il faut vraiment que le gouvernement, c'est vrai qu'il a la responsabilité principale, mais il faut aussi que la société, c'est-à-dire les communautés de base, la société civile, mais que tout le monde s'implique dans la politique d'insertion sociale et économique et culturelle. Tant qu'on n'aura pas cette option alternative, la prison, ça doit être exceptionnel. Quelqu'un qui fait une faute il y a un certain âge, il faut essayer de l'encadrer pour l'insérer. C'est comme ça qu'on peut réduire le banditisme, qu'on peut réduire les agressions. Et je crois qu'on espère que le nouveau ministre de la Justice, bon, il est très sensible à la prison, il est très sensible au sort de ses prisonniers. Maintenant, est-ce qu'il aura la volonté et les moyens? Je crois que là aussi, c'est un autre problème que ces questions-là posent. Il faut une volonté politique, mais il faut des moyens. À mon avis, c'est peut-être l'option qui ne me rassure pas tellement. On ne doit pas avoir une option répressive à tout vent. On doit aider les jeunes à sortir du cycle de la violence, du vol, du banditisme. Mais pour ça, il faut des moyens. Doyen Mamadou Albert Sy, vous avez donné quelques solutions. Des solutions, il en reste, mais il va falloir parler aussi au procureur. Avec les mandats de dépôt à n'en plus finir, mais aussi les longues détentions. Mais les longues détentions et les mandats de dépôt à n'en plus finir, c'est justement la raison pour laquelle aujourd'hui, je disais tout à l'heure dans mon intervention, que l'État est en train de voir avec les bracelets électroniques, quoi. Comment faire pour voir avec les jeunes de cette dame. On dit que c'est des jeunes qui ont 14 ans ou 18 ans, quelque chose comme ça. Hein. C'est des jeunes, si vous les mettez en prison, vous risquez de briser leur avenir, quoi. Vous risquez de leur très sincèrement, de leur priver la vie en général, quoi. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure que l'État est en train de prendre le dessus sur l'affaire, quoi, sur la question, quoi. Et vous vous rappelez, depuis Ismaïla Madior Fall, l'État est en train de voir comment faire pour insérer les bracelets électroniques avec les délits mineurs, quoi. Autrement dit, au lieu de les jeter là-bas dans le paquetas, comme on dit, là-bas en prison, mais de les insérer des bracelets électroniques, ils vont vaquer à leurs occupations, quoi. Et tout en restant sous contrôle tout le temps, quoi. Il y a également que toujours pour lutter ce phénomène de paquetas, communément appelé par les prisonniers. Moi, je pense que l'idée de création d'une prison à Sébikotane également est à saluer de la part de l'État, quoi. Et oui, maintenant, toutes ces initiatives qui sont en train de se dérouler ou bien qui sont en train de se peaufiner, moi je pense que effectivement il y a lieu de désengorger, il y a lieu de dépeupler, mais il y a lieu également quelque part de notre côté à saluer les efforts, parce que si vous vous rappelez dans le passé, on disait que les conditions de détention étaient plus pénibles, et plus on avance, plus ça devient encore moins, ça s'allège, quoi. Avec Wade, il a fait des efforts beaucoup dans ce sens. Aujourd'hui, avec le président Macky Sall, beaucoup de choses sont en train d'être faites, quoi. Mais il faut noter que Rome ne s'est pas fait en un jour. C'est seulement que donc Rebeuss également ne se ferait pas en un jour. Mais il faut très sincèrement, comme le doyen l'a dit, il faut des politiques carcérales, quoi, des nouvelles politiques innovatrices en matière de prison, quoi. Mais ces politiques-là, aujourd'hui, sont confirmées, sont soutenues par le ministre de la Jeunesse, par le ministre de la Justice. Hier, je l'ai entendu sur RFM ou bien sur TFM lui-même dire que la prison de Sébikotane sera fonctionnelle d'ici 2 mois, au maximum 3 mois. Et en dehors de cette prison de Sébikotane, il y a également que l'option pour les bracelets électroniques également va entrer en vigueur d'ici très prochainement. Et toutes ces initiatives-là fera certainement que les peines mineures, tout ça là va être revu d'ici peu par le gouvernement de l'État sénégalais. Des promesses, comme vous dites, qui n'ont pas encore, en tout cas qui ne sont pas encore effectives. Mais nous allons un peu revenir sur l'administration pénitentiaire avec le communiqué. On nous dit qu'il y a eu mouvement de panique, qu'il y a eu 2 morts. Et quand on dit mouvement de panique, il y a forcément des blessés. Qu'est-ce qu'on nous cache? Mais je crois on n'en a pas parlé. Je crois qu'il faut faire l'enquête. Ce n'est pas la première fois qu'on a des morts en prison. C'est pas la première fois. On s'appelle le 2016 avec la mutinerie. Voilà, c'est pas la dernière fois. Donc l'impunité, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Quand il y a des drames humains,
on doit faire une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. N'est-ce pas notre indignation passagère qui laisse qui fait que rien ne se règle? Non, c'est parce que pendant un jour, deux, 3 jours et puis voilà. Mais parce que les Sénégalais croient que on va quand on est prisonnier, on n'a aucun droit. C'est dans notre culture. On pense que le prisonnier, lui, il n'a pas, il n'a aucun droit, il n'a aucune dignité, il a fauté, sa place c'est d'être en prison. C'est dans notre culture. Ce qui fait que les gens, pour eux, même quand ils meurent dans un accident, c'est pas la peine de mener des enquêtes parce que c'est des prisonniers. Donc on essaye d'occulter la responsabilité de l'État et de la société. C'est l'État qui doit donner le bon exemple en disant que ça s'est passé, on ne doit plus jamais répéter ça. Mais il faut faire une enquête pour savoir pourquoi il y a eu drame. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et ça, c'est une commission indépendante qui va mener une enquête, écouter les prisonniers, écouter l'administration, mais essayer de voir également le passé. Dans quel contexte nous sommes? Je crois que la responsabilité de l'État, moi je suis absolument d'accord avec les ONG qui disent qu'il faut une commission indépendante, qu'on ait une idée précise de ce qui s'est passé. Maintenant, au niveau de la société, là également, il faut que les Sénégalais prennent conscience que la prison, ça doit être une exception dans la vie d'un individu. On ne doit pas s'amuser avec la privation de la liberté. Et de ce point de vue-là, je crois que la société sénégalaise, elle doit arrêter le cycle des émotions. Il faut que chacun d'entre nous prenne conscience que le prisonnier, on doit aller en prison que quand vraiment c'est catastrophique. Quand il n'y a pas une autre alternative. Par exemple, les mandats de dépôt. À la limite, c'est trop facile pour un juge. Hein. J'ai tel fait, la peine correspond à telle sanction. Mais le juge, lui, il est sans état d'âme. Il apprécie un fait, il colle au fait une peine, il l'amène en prison. C'est terminé. Mais ça, c'est trop simple. Que tu prennes quelqu'un qui a 18 ans, tu le mets en prison 2 ans, 3 ans, tu ne le juges pas. Et à la limite, ce qui est aberrant dans cette affaire, c'est que tout le temps, moi j'entends, tout le monde l'entend. On emprisonne quelqu'un 4 ans, on le juge, on dit que bon, voilà, il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Et 4 ans, il n'y aura même pas de récompense. Le gars, il n'aura même pas de préjudice. Pas d'indemnisation. Mais cette responsabilité, à mon avis, elle est partagée. L'État est le principal responsable, mais la société aussi. Il faut qu'on comprenne que notre société, elle a un rôle à jouer, surtout en termes de prison, d'insertion par exemple de ces prisonniers-là. S'ils ne sont pas bien accueillis dans leur famille, dans l'environnement, ils ne vont jamais s'insérer. Ils vont retourner en prison. À tel point que, tout le monde l'entend, il y a beaucoup de prisonniers qui sortent, mais une semaine après, ils retournent en prison. Parce que notre société, elle est trop violente. Et je crois qu'il faut voir la tendance que la situation des jeunes, elle est catastrophique. Beaucoup de jeunes sont tentés par le vol, par la triche, par le banditisme. C'est notre structure sociale, économique qui place les jeunes dans le désarroi. Mais si on ne les encadre pas, c'est sûr et certain que la prison, elle va être pleine de jeunes. Elle va être pleine. Parce que quand les gens ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas d'emploi, ils ne peuvent pas aller à l'étranger. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent à 18 ans, à 25 ans? C'est pour ça qu'il faut vraiment faire une analyse très sérieuse de la prison. C'est une autre vie. C'est une autre vie. L'État et la société doivent voir leurs responsabilités. La prison, c'est un moment simplement de la vie de quelqu'un. Il faut l'aider à vivre la... on n'en a pas parlé. C'est le drame de la prison. Mais les gens ne mesurent pas que quand tu es privé de liberté pendant une semaine, il y a des gens qui allaient mourir. Et imaginez quelqu'un qui est emprisonné pendant 1 an, 2 ans, il ne sait même pas qu'est-ce qu'on lui reproche. Il n'a même pas droit à un procès. Mais psychologiquement, c'est difficile à tenir pour ces jeunes-là. Et je crois que là également, c'est vrai qu'il y a des mesures
il y a des mesures qui sont prises au niveau du bracelet, comme il le disait tout à l'heure. Mais il y a le volet psychologique. Il faut que l'État prenne des responsabilités. Que ces prisonniers-là, ils méritent d'être encadrés sur le plan psychologique. Doyen, nous allons rester à la prison de Rebeuss pour parler du détenu le plus célèbre. Il s'agit de Khalifa Ababacar Sall, qui a bouclé 900 jours dans cette maison d'arrêt et de correction. Et nous allons revenir un peu sur la grâce que demandent certains de ses sympathisants et les propos du chef de l'État qui parle de désir et de volonté. Êtes-vous d'avis de certains analystes qui disent que sa langue a fourché? Qu'un président ne parle pas ainsi. Bon, c'est une question de forme, quoi. Mais le fond, il est là. Le fond, il est là, quoi. Parce qu'en réalité, la grâce, c'est un pouvoir présidentiel, quoi. Khalifa Sall, si on fait un peu d'histoire, a été condamné pour des fautes avérées, quoi. La justice a suivi son cours, ils ont tenté de faire des appels, ils ont introduit des appels, ou même plusieurs appels, mais toujours en est-il que la décision est la même, quoi. C'est qu'en réalité, il a fauté. Alors maintenant, le président de la République, je ne vois pas de raison qui fait qu'il ne peut pas le gracier, quoi. C'est possible, quoi. C'est dans l'ordre normal des choses, quoi. Parce que chaque année, vous voyez, à l'occasion des fêtes de Tabaski, des fêtes de l'indépendance, le président gracier des personnes qui sont sénégalais comme Khalifa Sall. Mais mon pouvoir de grâce, ou bien le pouvoir de grâce du président, c'est son pouvoir de grâce, quoi. Et ça c'est la Constitution qu'il écrit, qu'il lui octroie, quoi. Alors, mais je ne vois pas en quelque manière que ce soit que des populations, ou bien des personnes, ou bien des politiques se permettent de mettre la pression sur une personne, quoi, pour désirant que Khalifa soit gracié, coûte que coûte, vaille que vaille, quoi. Et là, j'ai entendu même M. El Hadji Diouf dire que si vous voulez quelque chose avec le président Macky, il faut essayer de trouver les voies et moyens qui sont souples afin de lui demander service. Mais on ne perd pas la pression sur le président Macky Sall. Et qui connaît Macky Sall, c'est que c'est une personne qui n'aime pas qu'on lui mette la pression, quoi. Il a la possibilité de le gracier et je suis d'avis pour qu'il le gracie. Et c'est possible parce qu'on le fait pour beaucoup de Sénégalais ici. Mais il n'y a pas lieu de mettre la pression, quoi. Et quand il met la pression, ça va se rater. Là, vous nous parlez du fond, mais nous allons rester un peu sur la forme, la communication du chef de l'État en Europe qui parle de désir, qui parle de volonté. Est-ce que l'État doit être mis sous le désir de son président? La marche de l'État. C'est que ce téléphone-là, c'est à moi, quoi. C'est mon téléphone, quoi. Alors si je le veux, je peux m'en débarrasser tout de suite, quoi. Et si je le veux, je peux le garder, quoi. C'est mon droit, quoi. On parle de droit, quoi. Mais est-ce qu'on peut gérer un État selon ses désirs? Non, c'est pas ses désirs. Je parle des termes qu'il a utilisés. Oui, toi, tu parles de la forme, quoi. Tu parles des questions de forme, quoi. C'est important en communication politique. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Tu parles des questions de forme et vous dites que c'est important en communication politique. Mais il y a également les questions de fond qui sont plus importantes que les questions de forme. Et les questions de fond, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un droit qui est exclusivement présidentiel, quoi. C'est-à-dire le droit de grâce. Il a la possibilité de gracier qui il veut, comme il veut, quoi. Et c'est exactement ce qu'il a dit. C'est pas la pression des journalistes ou bien des débats interposés à travers la presse qui vont faire que je gracie Khalifa ou pas, quoi. Il faut que les gens reviennent à la raison, quoi. Il faut que les gens chassent raison gardée, quoi. Le président, je sais qu'il a 10 000 fois le cœur et la possibilité de gracier Khalifa Sall, quoi. Mais il faudrait que également, de l'autre côté, les gens sachent que c'est pas une question de pression, quoi. Parce que Khalifa, il a fauté, ça s'est avéré. Ça a été certifié par la justice. Alors maintenant, il est en train de purger sa peine. Et avant-hier, c'était les 900 jours. C'est comme vous avez dit. Alors maintenant, il va être gracié par le président ou pas. Ça, c'est son droit exclusif, quoi. Alors lui,
vu les circonstances, parce qu'il y a des informations, certainement lui, il peut avoir des informations que nous n'avons pas également. Vu toute cette situation-là, après analyse de toutes ces situations-là, alors à lui de juger s'il y a nécessité de le gracier ou pas. Alors s'il y a nécessité de le gracier, il peut le gracier et les gens peuvent applaudir, quoi. Et s'il n'y a pas nécessité, vu sa conviction personnelle, il ne le gracie pas légalement, la situation avance et il n'y a pas de problème, quoi. Alors, Mamadou Sy Albert, que vous inspirent ces propos du chef de l'État? Bon, je crois en termes de communication, c'est pas la meilleure forme de communication. C'est pas la grâce, elle est là, elle est souhaitée par des franges importantes de l'opinion. Je crois que le président le sait, et c'est pas par hasard qu'une chaîne médiatique française relaye cette demande de l'opinion sénégalaise. Donc la meilleure forme de communiquer, c'est d'accepter, c'est de recevoir, parce que c'est une demande qui est là d'une partie importante des Sénégalais, la diaspora également, même les médias internationaux. C'est surtout le contexte qui fait que la demande de Khalifa est devenue beaucoup plus visible. C'est le dialogue national, c'est le dialogue politique, c'est l'apaisement, c'est les décès de Tanor. Donc le contexte, il est favorable à la libération de Khalifa. Et quand un président de la République sait que ce que représente une opinion, il y a une manière de parler à l'opinion. Parce que le journaliste n'a fait relayer qu'une demande. Et ce n'est pas par hasard d'ailleurs qu'elle est adressée directement au président de la République, pas à un ministre ou pas à un autre collaborateur du président de la République. Donc c'est une demande que le journaliste relaie. Le président, à mon avis, ne devrait pas communiquer de cette façon-là, parce que ça frustre les autres, ça frustre l'opinion, et on voit tout de suite une personnalisation. Je crois que c'est la personnalisation qui est l'aspect négatif de la communication du président. Ce n'est pas moi en tant que personne. Le président de la République, c'est une fonction. C'est à la fonction que les gens se sont adressés. Et quand on incarne une fonction, la plus haute fonction de l'État, je crois qu'il faut gérer l'opinion, ne pas frustrer l'opinion, ne pas radicaliser les gens, faire de sorte que les gens ne voient pas que c'est vous. Quand c'est trop personnel, ça frustre les gens et vous ne communiquez pas bien avec la population. Donc, je crois qu'il a probablement ressenti que il y a un décalage. Il y a un décalage. La fonction, c'est vrai qu'il lui revient le droit de faire la grâce, mais par contre, la communication, elle ne peut pas se focaliser sur la personne du président de la République. Ça devient un problème de personne entre le président de la République et Khalifa Sall. C'est pour ça que tout de suite, la réaction du camp de Khalifa est une réaction politique. En disant qu'il est en prison, il reste en prison, nous menons notre bataille politique. Et je crois que dans ces cas de figure, il y a une mauvaise communication du chef de l'État par rapport à l'opinion. Un président, il doit éviter de frustrer une opinion publique, il doit éviter aussi d'être trop visible, de mettre en avant sa propre personne. Parce que, comme on le disait dans le dossier des prisonniers, c'est Khalifa qui est en prison. Khalifa représente quelque chose pour les socialistes, pour les Sénégalais, pour la diaspora. Il est en prison. Il ne peut pas répondre au chef de l'État. Donc quand un président communique, il faut qu'il voit cette dimension humaine-là. Que Khalifa peut être blessé. Vous regardez la réponse de Khalifa, la réponse écrite, c'est une réponse indirecte aux propos du chef de l'État. Et ça, même quand Khalifa va dire nos personnalités, qu'on est rien par rapport à nos pays, c'est personnel. Et je crois que c'est ça que le président Macky doit éviter dans ce cas de Khalifa. Ce n'est pas une affaire personnelle. Il faut que le président se dégage de ça. Et maintenant, sur le plan politique, sa fonction, à mon avis, c'est ça que tout le monde dit et répète. Aujourd'hui, c'est un devoir du président de la République de libérer Khalifa.
en dehors de toutes les considérations Comment c'est un politiques, devoir? c'est la fonction du chef de l'État est telle que c'est lui seul qui doit avoir aujourd'hui le devoir républicain de libérer. Maintenant, bon, s'il ne l'a pas fait, on peut avoir la lecture politique interne. Là aussi, bon, il faut voir ce qui va se passer. C'est-à-dire Khalifa aujourd'hui devient un des adversaires les plus redoutables de la majorité présidentielle. Si vous regardez ce qui va se passer dans 5 ans, mais Khalifa émerge comme un adversaire. Donc il ne va pas le libérer pour le libérer. Je crois que là, la dimension politique est très claire, que Macky se positionne, Khalifa se positionne. Bon, maintenant, est-ce qu'ils vont trouver un terrain d'apaisement pour pacifier les relations personnelles? Je crois que, à mon avis, ça dépendra de cette pacification. La relation entre Khalifa et le président, s'ils arrivent à mettre de côté leur personne, peut-être qu'ils trouveront un terrain d'entente. La pacification, vous avez dit, la voie à cette pacification n'est pas, n'est-ce pas, comme disait dans Sud Quotidien de ce vendredi, un ancien responsable du Parti démocratique sénégalais qui est aujourd'hui du côté de la PR, qui dit que Khalifa Sall doit faire comme Karim Wade, s'asseoir autour de la table et négocier. Mais tout à fait. Parce que moi, je le pense très sincèrement. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure... Mais n'est-ce pas se tuer politiquement s'il négocie? Bon, qu'importe, parce que qui risque rien n'a rien. Il y a les théories du risque qui ont été développées par les économistes, quoi. Et en politique également, il y a les théories du risque. Alors maintenant, vu sa famille de l'autre côté, qui ont besoin de lui, très sincèrement. Parce que là, c'est les politiques qui parlent tout le temps. Mais il y a l'aspect familial de l'autre côté, quoi. Il y a sa famille qui a besoin de lui. Alors moi, je pense qu'en toute responsabilité, il devrait aller vers les négociations, quoi. Et ne pas penser comme Douaïla, qui pense que c'est lui l'adversaire redoutable du régime actuel. Mais c'est un des adversaires redoutables. Non. Sinon, s'il n'est pas... Bon, les avis sont partagés, tout à fait, les avis sont partagés. Mais je ne le pense pas, parce que avant d'être en prison, il a été à des élections avec le régime actuel. Et il a été battu. La dernière, c'était les référendums de 2016, je pense. Il a été battu ici à Dakar, et bien avant même le référendum de Dakar, les élections locales, il avait gagné ici, mais toujours en été qu'il n'avait pas gagné tout Dakar, quoi. Ça veut dire qu'il faut nuancer cette vision. À Dakar, il n'avait perdu que 3 communes. Oui, c'est vrai que je vous dis tout simplement qu'il faut nuancer cette vision qui pousse à dire que c'est l'adversaire redoutable de l'État aujourd'hui ou bien du pouvoir aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est aller vers des négociations. Et pour moi, c'est possible. C'est possible. En matière politique, il y a des compromis. On peut faire des compromis, il faut aller vers des négociations. Et voilà pourquoi je salue la démarche de l'actuel maire qui est de son camp, la dame Wardini. Elle privilégie le dialogue, quoi. Et il a dit avec ce contexte de dialogue national, les gens devraient aller vers des dialogues, vers des discussions à l'amiable, trouver des procédures non seulement républicaines, mais également des procédures apaisées allant dans le sens de la libération de Khalifa Sall. Et pour ne pas dire, ou bien pour ne pas mettre la pression sur le président d'Abri. Parce que le président d'Abri, c'est pas quelqu'un qu'on met la pression. Si vous connaissez bien la personne de Macky, c'est pas une personne qu'on peut harceler ou qu'on peut mettre la pression sur sa personne, quoi. Ça, je pense que ça va pas passer. Maintenant, pour l'intérêt de sa famille, parce qu'en dehors de sa famille politique, il y a également sa famille biologique qui ont besoin de lui. Il y a sa maman qui est là-bas, quelque part située à Dakar, et il y a ses soeurs, il y a ses frères, il y a sa femme, il y a ses enfants. Tout ça là, ils ont besoin de revoir leurs parents, quoi. Et maintenant, pour ça, rien que pour ça, moi je pense qu'il y a lieu d'aller vers des négociations, vers un dialogue apaisé, quoi. Au lieu de suivre ces gens-là qui sont des battants-guerre, ces gens-là qui sont pour la pression. Mais c'est des gens-là qui ne défoncent pas, quoi. Au contraire, ils enfoncent. Ils enfoncent, quoi. Et maintenant, pour ça, je pense, à mon humble avis, ça ne va pas pour l'intérêt de Khalifa, quoi. Abdoulwahab Diaye parle de compromis. Mamoudou Albersi, est-ce qu'une libération doit être négociée? Où est la place de la justice dans ce cas? Moi je ne crois pas que Khalifa n'est pas dans une posture de négociation politique. Je crois qu'il faut aussi qu'on soit très clair. Khalifa reste un responsable politique. Reste un adversaire de Macky Sall. Je crois qu'il a dit et répété. Il n'est pas
il n'a pas été convaincu par la démarche d'Ousmane Tanor Dieng. C'est pour ça qu'il a quitté le Parti socialiste. Je crois que ce n'est pas maintenant qu'il va revenir sur ses choix politiques. Il a fait le choix d'être un adversaire du pouvoir. Ça, il ne peut pas négocier. Maintenant, le président Macky Sall doit faire l'évaluation. L'emprisonnement de Khalifa est fondamentalement politique. C'est là que Macky Sall doit faire un dépassement. Senghor l'a fait, Abdou Diouf l'a fait, Abdoulaye Wade l'a fait. Quand c'est établi que c'est une relation politique, une cause politique qui te met en prison, c'est le chef de l'État qui doit être intelligent. Au Sénégal, c'est ça la force de nos hommes d'État. Ils ont toujours su, à un moment donné, lâcher. Et je crois que c'est Macky Sall qui doit se rendre compte que cet emprisonnement-là est éminemment politique. Et il n'y a que lui, en tant que chef de l'État, qui peut aujourd'hui faciliter l'apaisement de la relation entre lui et Khalifa. Ça, ce n'est pas une négociation, donc. C'est que Macky prend la responsabilité de vider ce dossier contentieux, comme Abdoulaye Wade a eu à le faire avec Idrissa, comme Abdou Diouf a eu à le faire avec Abdoulaye Wade, comme Senghor a eu à le faire avec les acteurs de gauche. Le modèle sénégalais, il fonctionne comme ça. Il est imparfait, il est instable à cause de l'usage de l'État contre l'adversaire. Et je crois que c'est Macky Sall qui doit prendre cette responsabilité en tant que chef là. Maintenant, la négociation, mais elle ne devrait même pas se poser. Moi quand je fais un peu un regard rétrospectif, c'est la première fois que je vois un homme politique aller en prison et croire à la justice. À aucun moment, jusqu'à présent, je n'ai entendu Khalifa Sall dénoncer la justice sénégalaise. À aucun moment. C'est incroyable qu'il puisse accepter de lutter jusqu'au dernier moment. Il a utilisé toutes les procédures juridiques pour sauver son procès, pour sortir. Donc c'est quelqu'un qui est profondément démocrate. Il croit aux institutions. Ce n'est pas l'adversaire classique qu'on a. Et dans ces cas de figure-là, je crois que, bon, il faut aller dans le sens du respect mutuel. C'est que Macky Sall, la majorité, et Khalifa, ils doivent s'accepter en tant qu'adversaires. Je crois que tant qu'on n'arrive pas à ça, c'est-à-dire qu'ils se disent que Khalifa, sa place, ce n'est pas la prison, ça va être difficile de dénouer. S'ils n'acceptent pas le statut, parce que, imaginez-vous, Khalifa l'a dit lors de son procès, mais peut-être les gens ne l'ont pas remarqué, devant les juges, dire que moi je suis en prison parce que je n'ai pas suivi ce que vous m'avez demandé. C'est grave ça. Et je crois qu'il faut quand même, à l'état actuel, bon, tout ça c'est peut-être de la réflexion, mais en termes pratiques, il faut libérer Khalifa. Ça rassure les adversaires de Macky, mais ça rassure Macky Sall. On ne peut pas aller dans un deuxième mandat avec Khalifa en prison. C'est pas logique. On ne peut pas aller en prison sans régler le problème de Karim. C'est notre modèle qui est comme ça. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, pour stabiliser le modèle, on éponge. Et je crois que Macky ne peut pas avoir meilleur prétexte, meilleur contexte pour apaiser tout le monde, remettre les compteurs à zéro, mais ça lui permet même de mieux se consacrer à ce qu'il va faire pendant les 4 prochaines années. Et nous allons passer à un autre adversaire du chef de l'État. Il s'agit d'Ousmane Sonko, qui a fait une sortie pour parler de ce contrat entre l'État du Sénégal et la société turque Tosyali concernant les contrats pour l'exploitation du fer de la Falémé. Et de la réaction d'abord des autorités qui font une communication à réaction.
Qu'est-ce qui les a empêchés? Qu'est-ce qui les a empêchés à parler de ce dossier avant qu'Ousmane Sonko en parle? Oui, tout à fait. Ils ont eu énormément de temps. Tout à fait, tu as parfaitement raison sur ça. Et là, ça, on peut vous le concéder parce qu'en réalité, sur le nouveau code minier, il y a l'obligation de se confirmer, ou bien l'obligation de transparence, quoi, comme le veut l'ITIE. Dans le nouveau code minier, je dis bien. C'est-à-dire, certainement, c'est un manquement de la part certainement du ministère de tutelle ou certainement du gouvernement en général. Mais toujours en est-il que pour des soucis de transparence, moi je pense que voilà pourquoi autour de ces questions de mines, que le président de la République a fait adhérer le pays dans l'organe international qui est l'ITIE. Et de la même sorte, en plus de conformité et plus de logique et de cohérence, ils ont allé même jusqu'à modifier le code minier, quoi, pour des soucis toujours de transparence. Et que les gens là doivent publier les contrats, et même dans le référendum de 2016, le quatrième point, c'était toujours par rapport à ça, le nouveau droit des peuples, quoi, c'est-à-dire à disposer de leurs ressources minières, quoi. Mais tout ça là c'est vrai, mais par contre je ne suis pas tout à fait d'accord dans ce qu'il dit, quoi. Tout ce qu'il dit là, Ousmane Sonko, vous voulez dire, je ne voulais pas citer le nom parce que moi j'aime pas personnaliser les débats, mais je ne suis pas tout à fait d'accord dans ce qu'il dit, quoi. Parce qu'en réalité la transparence elle est là. La transparence elle est là dans la mesure où il y a l'adhésion du Sénégal dans l'ITIE, et c'est une initiative du président de la République. Il y a également le changement du code minier. Toujours pour des soucis de transparence, il faut aller regarder le code minier. Il y a également le COS qui est Petrogaz qui est là, toujours dans des soucis de transparence, quoi. Mais maintenant, il y a ces débats politiques parce que également il faut chercher à exister politiquement, quoi. Mais, vous nous parlez de transparence, mais la transparence, ce n'est pas seulement la volonté, ce n'est pas seulement voter des lois, mais il faut les appliquer. Et dans ce cas d'espèce, les lois n'ont pas été appliquées. Si Ousmane Sonko n'avait pas parlé, est-ce qu'on en saura quelque chose? Ah si. Ça c'est pas une question actuelle. C'est pas une question actuelle. Je parle de la communication de l'État. C'est toujours des opposants ou la société civile qui en parle. Oui, mais je dis que c'est pas des questions actuelles parce que ces questions des mines de fer de la Falémé là, c'est des questions qui ont été évoquées et qui ont toujours été évoquées ici par la presse, par l'opinion, par l'État, par l'opposition, quoi. Donc aujourd'hui, Ousmane Sonko, il ne nous apprend rien. Moi, je pense que lui, ce qu'il veut, c'est d'exister, ou bien de divertir les gens, quoi. Mais c'est des questions qui ont été posées, quoi. C'est des questions qui ont été débattues ici, quoi. Et maintenant, en ce qui concerne la publication, comme vous avez dit, le manquement, il y a toujours là, quoi. L'homme, il n'est pas parfait, quoi. C'est vrai, il devrait publier avant même qu'il parle de tout ça là. Mais toujours on dit qu'après sa sortie, l'État, ou bien le ministère en charge, est sorti pour dire que en termes d'emploi, c'est pas du 50-50, c'est au contraire, c'est du 65%, quoi. Non seulement en termes d'emploi, c'est du 65%, et puis c'est pas pour une période de 10 ans, c'est sur une période de 2 ans. Après ces 2 ans révolus, il y aura également l'emploi va être élevé jusqu'à 85%, quoi. Moi, je pense que Ousmane Sonko, il est en train de jouer sur l'intelligence des Sénégalais et essayer de se couvrir lui, ou bien de se faire oublier, quoi. Parce qu'en réalité, il y a des questions qui l'interpellent directement. Et malgré tout ça, là, dans ces questions qui l'interpellent, à chaque fois qu'on le convoque, il ne répond pas, quoi. Et pourtant, c'est lui qui met le doigt dans la plaie. C'est lui qui agite les questions, quoi. Et je ne sais pas c'est quelle technique de communication de sa part, mais c'est une communication qui pose problème chez moi, quoi, à mon niveau, moi, personnellement. Parce que toi, tu dénonces. Et qu'à chaque fois qu'on te dit que viens pour répondre, ou bien pour amener des preuves de tes allégations, il dit niet. Son lieu de dénonciation, c'est la presse, quoi. C'est la presse, c'est les conférences de presse, c'est les plateaux télévisés. Ça ne peut pas prospérer, quoi. Moi, je pense que, je dis que il y a scandale dans le pétrole, il y a scandale dans le fer. Je dois avoir les preuves pour étayer ou bien pour montrer mes allégations, quoi. Et malheureusement, je dis il y a scandale et que quand la DIC me convoque, je ne réponds pas. Il y a un scandale
quand l'État te trouve dans tes propositions et essaie d'organiser des commissions d'enquête parlementaire, on te convoque pour venir amener les preuves, tu ne réponds pas. Mais en réalité, à quel jeu nous jouons finalement, quoi? C'est la question que je me pose moi. Peut-être Doyen, il va avoir certainement la possibilité de nous expliquer par rapport à ça. Il décrit la communication d'Ousmane Sonko, mais est-ce qu'il n'a pas le mérite de nous avoir mis la puce à l'oreille? Je crois qu'il a cette fonction. C'est un responsable politique, c'est un leader d'opinion. À mon avis, il a eu le document, non? Il a eu le contrat et les Sénégalais n'ont pas ce contrat. Et aussi, je crois, il a eu le courage d'alerter. Ce qui est positif, c'est non seulement il alerte donc l'opinion publique sénégalaise, mais également il avertit le président de la République des conséquences d'une signature du contrat. Donc ce double rôle d'alerte de l'opinion et d'avertissement au président de la République, je crois que c'est dans son rôle de leader politique, c'est très normal, il agit. Maintenant, c'est sur le plan politique qu'il y a problème, en ce sens que la manière de Sonko, c'est une manière brutale pour la majorité. C'est une manière de confrontation, de mettre sur la place publique de quelque chose qui n'est pas vrai. Bon, mais d'un autre côté, la communication du gouvernement pose problème, comme tu dis tout à l'heure. C'est une communication réactive. Ça, elle n'éclaire pas. Au contraire, les choses deviennent plus obscures. Et je crois que le gouvernement a intérêt à prendre conscience des limites de sa communication. Ça a été pour BBC, pareil. Ça a été pour l'affaire des 94 milliards. Là, on est dans le faire. Avant ces affaires, il y avait bien d'autres affaires. C'est que le gouvernement ne doit pas être là seulement pour réagir à la communication de Sonko ou d'un opposant. Quand on communique, c'est pour informer. Et je crois qu'il faut prendre conscience que les questions des ressources naturelles du Sénégal vont être au cœur de tous les problèmes qu'on va vivre d'ici la fin du pouvoir de Macky Sall. C'est parti pour être une des questions essentielles, c'est la gestion des ressources du Sénégal. Si le président ne prend pas conscience de ça, il faut revenir un peu sur notre histoire quand même pour mieux comprendre souvent nos problèmes. Si vous voulez, Abdou Diouf par exemple, il a dirigé 20 ans. Mais c'est sur les questions électorales. Abdoulaye Wade a fait une telle pression pendant 20 ans que le Parti socialiste a fini par lâcher. C'est quand ils ont trouvé le code consensuel que le pays s'est stabilisé. Macky Sall, ça risque d'être la question économique. S'ils ne font pas attention, les questions de pétrole, de gaz, de fer, de l'argent du Sénégal, les partenaires turcs, les questions économiques vont être, si vous voulez, l'épée de Damoclès sur Macky Sall et sa famille. Il faut qu'ils prennent conscience. Ce n'est pas un problème de Sonko ou un problème de Mamadou Lamine Diallo. C'est une question, la crise économique du Sénégal est telle que les Sénégalais sont beaucoup plus sensibles maintenant aux ressources. Donc si vous ne prenez pas conscience de l'importance de cette question et de son importance dans l'avenir, vous risquez de communiquer très mal. Donc il faut anticiper. Le gouvernement doit prendre conscience qu'il y a un enjeu économique de sa communication. Sur toutes les grandes questions. Ils le disent eux-mêmes qu'il y a une gouvernance transparente. Mais ça, ce n'est pas un discours. Il faut anticiper. Et je crois qu'il faut anticiper. Le gouvernement doit anticiper sur toutes les grandes questions économiques qu'ils n'attendent plus un Sonko ou un autre. Il faut informer. C'est le droit à l'information du Sénégalais. C'est un. Mais deuxièmement, maintenant, sur la question de la gouvernance transparente, mais là aussi, il ne faut pas que le gouvernement se fasse d'illusions. Les Sénégalais, ils ne vont pas voter pour voter.
Ils ont voté la Constitution. Ils savent maintenant à peu près ce que c'est que cette Constitution-là. Donc la transparence, c'est une exigence. C'est la même chose qu'organiser des élections libres et démocratiques. C'est la même chose. C'est-à-dire que le Sénégalais, si tu n'organises pas des élections libres et démocratiques, il ne participe pas. Donc la gouvernance transparente aussi, s'ils savent que toi, tu es là pour t'enrichir, mais on l'a vécu avec Wade. Je crois que aussi quand même les Sénégalais, ils ne sont pas amnésiques. Effectivement. Ce qui a fait que Wade a perdu le pouvoir, c'est quoi? C'est son fils et la gouvernance nébuleuse. Donc la communication du gouvernement, vous en parlez tout à l'heure, vous avez cité Mountaga Sy et Sophie Gladima. Mountaga Sy qui a réfuté les propos d'Ousmane Sonko, mais qui n'a toujours pas dévoilé les termes du MOU. Il y a aussi Sophie Gladima, vous l'avez évoqué, elle dit que ce sont des allégations dépourvues d'objectivité et de fondement, mais elle ne donne pas pour autant les chiffres du contrat. Ça, il est tenu de les donner, quoi. Ou bien que ça soit Mountaga, que ça soit Sophie Gladima, ils sont tenus de donner, de publier, quoi. Parce qu'ils sont contraints de les publier parce qu'il y a le code minier qui les contraint à le faire, quoi. Maintenant, il y a également que la volonté du président de la République, c'est que cette souci de transparence, je l'ai dit comme tout à l'heure, cette volonté de transparence a conduit le président de la République à faire adhérer le pays, ou bien le Sénégal, dans l'organe ITIE, qui est un organe international, quoi. On ne peut pas adhérer dans l'organe ITIE qui parle de transparence sans que toi là, tu ne sois pas transparent, quoi. Je ne sais pas, il y a, comme il a dit, nous savons qu'il y a en réalité, ou bien nous admettons qu'il y a il y a pas cette communication réactive, quoi, ou bien cette communication active, quoi. Au contraire, il y a une communication réactive parce qu'ils sont tous là actionnés par l'opposition ou bien par la presse pour qu'en réalité, pour qu'ils réagissent, quoi. Mais toujours en est-il que la question de fond ici, c'est que Tosyali est une entreprise, est une société turque. Et il a contracté un contrat d'exploitation et d'exploitation minière avec le Sénégal, quoi. Et maintenant, lequel contrat va favoriser de l'emploi. Non seulement va favoriser de l'emploi, mais va favoriser également la construction d'infrastructures ici dans ce pays, quoi. Par exemple, il y a le nouveau port minéralier de Sendou qui est en phase de construction et qui va finir bientôt, quoi. Et il y a également les routes allant de Kédougou à ce port. Mais tout ça là, pour moi, c'est des avantages pour le pays. Alors maintenant, cela ne dédouane en rien que Gladima ou Mountaga Sy de communiquer sur les termes ou bien les clauses du contrat, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a que nous devons accepter, nous devons admettre que le président là ne travaille pas sa vision jusqu'à présent. Parce que c'est lui qui booste la volonté, quoi. C'est lui qui a les manettes, quoi. C'est lui qui a les commandes, quoi. Et c'est lui qui définit la politique, quoi. Et c'est cette politique qu'elle définit qui a amené Tosyali ici dans ce pays. Et il faut également souligner qu'avant Tosyali, beaucoup d'entreprises ont passé par là, ou bien beaucoup de sociétés internationales ont passé par là, mais ils n'ont pas su exploiter cet or de la Falémé. Ou bien, attention, je m'excuse, c'est faire de la Falémé. Aujourd'hui, si le président de la République, Macky Sall, a réussi avec l'entreprise Tosyali, qui est une entreprise turque, à exploiter cette faire de la Falémé, on ne peut que s'en applaudir, quoi. Tout en demandant aux autres là de suivre le jeu, de suivre au pas le président de la République, quoi. En quoi faisant, c'est-à-dire aller dans la transparence, communiquer au lieu de réagir comme ils le font, quoi. Alors, 10 minutes pour parler du Parti démocratique sénégalais qui est en crise, une énième fronde dans les rangs de Maître Abdoulaye Wade. N'est-ce pas une fronde de trop? Je ne sais pas si c'est une fronde de trop, mais en tout cas c'est une fronde, c'est une des dernières frondes, je crois que c'est une des dernières frondes, en ce sens que il y a eu beaucoup de frondes avant, depuis Idrissa Seck, Macky, les Fada, jusqu'à maintenant. Mais là, ce qui est peut-être ce qui prend la forme de dernière fronde, c'est que Omar Sarr et El Hadj Maître Sall, Gaye et les autres, c'est parmi les derniers compagnons de Wade. Ils l'ont accompagné avant d'arriver au pouvoir, ils l'ont accompagné pendant qu'il était au pouvoir. Là, depuis qu'il est dans l'opposition, ils sont avec lui.
Et ils ont montré quand même une certaine fidélité à Wade. Et je crois que cette garde-là, si elle quitte là actuellement, ça veut dire quand même que c'est peut-être les derniers militants de Wade qui vont oser affronter le président Wade. Peut-être que dans ce sens-là, on peut parler d'une dernière fronde, parce que quand même c'est des responsables que Wade a formés, que le PDS a formés. C'était eux l'image de Wade depuis 7 ans. Hein? Depuis que le PDS a perdu le pouvoir, ces fondeurs-là, c'est eux qui étaient là. C'est eux qui donnaient en tout cas une image du PDS. Ils se sont battus. Et je crois que, bon, maintenant, la particularité peut-être de cette fronde, c'est qu'elle croit encore à un débat possible pour refonder le Parti démocratique sénégalais. Alors, il nous a parlé des ténors du Parti démocratique sénégalais, Babacar Gaye, Maître Sall, on peut citer encore Bakhaw Diong, entre autres. Est-ce qu'aujourd'hui, Abdoulaye Wade n'a pas raison d'essayer d'éliminer les feuilles mortes, car sur le plan national, il représente quelque chose, mais au niveau local, ses leaders n'ont pas... Oui. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que quand je comprends bien ton approche, c'est que vous parlez d'alternance générationnelle. Il faut cette alternance générationnelle, à tout point de vue, je suis tout à fait d'accord. Parce que, très sincèrement, il faut que le train bouge également, pour que la chose puisse bouger. Aujourd'hui, la politique, c'est la génération de Macky Sall, de Khalifa Sall, d'Ousmane Tanor Dieng, autant pour moi, d'Ousmane Sonko. Oui, mais en réalité, la question, c'est que c'est une question de démocratie interne au niveau des partis politiques au Sénégal. Et ça dépasse largement le PDS pour moi. Pour moi, cette même crise qui gangrène le PDS aujourd'hui a gangréné hier le Bokk Gis Gis de Pape Diop. Et c'est cette même crise qui gangrène le Parti socialiste jusqu'à présent, parce que nous avons commencé avec l'affaire Khalifa Sall, Et c'est cette même crise qui gangrène l'affaire aujourd'hui. Donc en réalité, la démocratie là, c'est à l'interne des partis que ça doit se poser, Alors maintenant, il y a cette manière de voir les partis, parce qu'on a tendance à dire le parti de Abdoulaye Wade, le parti de Moustapha Niasse, le parti de Ousmane Tanor Dieng, le parti de Macky Sall. Donc il y a cette sorte d'appropriation des partis, ou bien de patrimonialisation des partis politiques, Alors qu'en réalité, dans les théories, un parti politique, c'est une association d'hommes et de femmes qui ont les mêmes convictions politiques, qui ont les mêmes engagements politiques, c'est-à-dire la conquête et la conservation du pouvoir. Alors maintenant, si toutefois que la pratique va à l'opposé ou bien va à l'encontre de la théorie, ça pose problème. Aujourd'hui, la question en l'espèce du PDS. Avant les Omar Sarr, les autres, tous ces autres que tu viens de citer, il y a le feuilleton Idrissa Seck que nous avons assisté ici. Il y a le feuilleton Macky Sall que nous avons assisté, même participé, joué un rôle dans ça, Maintenant, et pourtant, pendant tout ça là, ce sont ces autres là aujourd'hui qui sont dans les mailles, ou bien qui sont dans les carcans, ou bien dans la guerre avec Wade, qui soutenaient que c'était Abdoulaye Wade la seule constante, qui soutenait que c'était Abdoulaye Wade le pape du SOPI. Et tu vois, la notion de pape, c'est important. Quand on dit pape, c'est une autorité religieuse, C'est une autorité religieuse qu'on ne peut pas dédire, qu'on ne peut pas contredire, Ça, c'est fini, Alors moi, je me demande en temps, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces gens-là qui disaient que c'était le pape, s'affrontent contre le pape, ou bien ces gens-là qui disaient que ouvertement et carrément que c'était le pape, prennent le contre-pied, ou bien prennent l'opposé, ou bien l'opposition du pape. Ça pose problème. Mais toujours en est-il que c'est une question de démocratie interne. Si vous voyez dans la période aujourd'hui, Moustapha Diakhaté, il a parlé même de cette retard de publication de ces contrats. Mais il est victime de tout propos, critique de la part de ses camarades de parti. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les militants, ils ne peuvent pas en réalité s'exprimer comme ils veulent, ou bien comme ils le sentent, ou bien comme ils le pensent dans le parti, à plus forte raison dans les instances du parti. C'est exactement ce qui se passe. Par rapport à ces frondeurs qui aujourd'hui commencent à déballer, comme ils ne l'ont jamais fait, on peut citer Dr Cheikh Tidiane Seck qui a donné l'information sur laquelle Macky Sall et Abdoulaye Wade se sont vus la nuit de la Tabaski. Aujourd'hui, Omar Sarr parle de Karim Wade.
Maître Amadou Sall d'une manière dont on n'a jamais entendu. Et Abdoulaye Wade fonctionnait toujours comme ça. Il a déjà nommé, Omar Sarr a été nommé par Maître Abdoulaye Wade. Les gens ont applaudi. Aujourd'hui, il nomme d'autres personnes et il refuse de suivre. Est-ce qu'ils ne perdent pas en crédibilité ces fonds? Peuvent-ils le faire face à Wade? Oui, c'est vrai que c'est un pari très difficile qu'ils engagent. Bon, maintenant, je crois que pour moi, il ne faudrait pas qu'ils se fassent d'illusions. Le PDS reste sous le contrôle du président Wade. Le PDS n'a pas une culture de débat interne. Et je crois que ça aussi, c'est une faiblesse de ces frondeurs. Et bon, comme vous dites, c'est trop tard le message qu'ils veulent engager. Ils auraient dû peut-être engager ce débat-là bien avant. Bien avant, à l'époque, je crois, avant même la présidentielle. C'est ce débat-là que le PDS aurait dû engager pour voir comment se reconstruire le PDS, comment remplacer Wade, quel mécanisme il faut mettre en place. Et je crois qu'ils ont un retard quand même par rapport aux préoccupations du Parti démocratique sénégalais. Et ça, ils prêtent le flanc, si vous regardez, mais la base ne semble pas suivre ce message-là. Il semble même désavoué par des franges importantes du Parti démocratique sénégalais. Merci à vous, Mamadou Sy Albert, d'avoir répondu à notre invitation, analyste politique. Merci. Merci bien, Hassan. Nous étions aussi avec l'expert en communication politique Abdoul Wahab Djeyi. Merci à vous, M. Djeyi. Merci, Hassan. Merci. Un grand merci à Moud Fall qui a assuré la partie technique et à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Walfadjri. Excellente suite de programme.